menu de Regard Croisé ce soir à Madagascar, le nouveau Premier ministre de consensus pour sortir de la crise. Nous évoquons également la République démocratique du Congo. L'hypothèse d'un troisième mandat de Joseph Kabila échauffe les esprits. Le Cameroun, le principal opposant accuse Paul Biya de crimes contre l'humanité. Et le Togo l'annonce de nouvelles manifestations de l'opposition. Est-ce une pression ou une diversion? Sur le plateau, Basile Agbo, DP de Freedom Fighters. Bonsoir Basile Agbo. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères et amis qui nous suivent donc en direct sur le Niveau TV. Chris Ega, DP Express Info. Bonsoir Chris Ega. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous ceux qui me suivent en ce moment en tout cas. Adam Adronou, DP Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Madagascar, le président malgache Eri Rajaonarimampianina a nommé lundi le Premier ministre, un haut fonctionnaire international, Christian Tsei, qui sera chargé de former un gouvernement de consensus pour tenter de sortir le pays de la crise politique. J'ai nommé Premier ministre Christian Tsei. Il a les compétences, le caractère et l'aptitude qu'il faut pour aboutir à l'apaisement et mener à bien l'organisation des élections. C'est ce qu'a déclaré le président. Cette nomination est intervenue quelques heures après la démission à la mi-journée du précédent chef du gouvernement Olivier Mahafali Solonandrasana. Alors, Adam, la nomination d'un Premier ministre comme une solution de sortie de crise, c'est vrai que l'opposition salue cette nomination, mais déjà on entrevoit une sorte de division sur la formation même du gouvernement qui va venir. C'est vrai, vous savez, c'est une nouvelle plongée de trajectoire que l'on assiste aujourd'hui au Madagascar. Parce que vous savez, lorsque vous avez des crises pas devant vous et que vous peinez ou vous n'arrivez pas à trouver des solutions consensuelles entre vous, protagonistes d'une crise ou carrément des protagonistes de la vie politique de ce pays-là, les autres viendront le faire à votre place. Je pense que c'est ce qui est aujourd'hui fait. Aujourd'hui, moi je pense qu'il est temps que l'on puisse quand même féliciter cette communauté internationale, du moins les démembrements sous-régionaux que nous avons dans nos pays, qui font un travail de taille. Parce que lorsque un pays frère ou un pays membre est dans une situation de crise et qu'on laisse cette crise-là s'enlisser et qu'on ne trouve pas des solutions idoines, vous savez, avec des contagions, c'est des autres pays qui prendront le coup. Donc, il est opportun qu'aujourd'hui, cette communauté internationale puisse prendre le pas. C'est le cas que nous assistons aussi bien dans d'autres pays comme le Madagascar. Et c'est à saluer. Et un temps soit peu, cela puisse permettre à ce pays frère de retrouver la sérénité d'antan. Alors, Chris Sega, la nomination d'un Premier ministre, c'est fini? La crise est terminée? Pas du tout. Je le disais tantôt, on a beau voir la fin, on est toujours au début, parce que vous savez très bien que les Malgaches sont coutumiers des crises du genre. Je ne dirais pas que c'est comme au Togo, mais le pays là s'est installé dans la crise il y a longtemps. Mais maintenant, quels sont les impératifs auxquels doit faire face le Premier ministre? Je crois que c'est surtout cela l'enjeu, parce que l'enjeu est électoral d'abord, parce que nous sommes en période électorale et ça devait arriver en fin d'année. Il paraît que c'est la saison des pluies. Il faut avancer un peu la date. Ça va être avant octobre. Or, octobre, c'est bien bientôt. Et puis là, il faut d'abord constituer un gouvernement de consensus, comme le Premier ministre l'a été, mais un gouvernement de consensus. Il y a certains postes charnières, comme le ministère de l'Intérieur, qui a une vision sur l'organisation et qui va organiser ce poste-là. Est-ce que ils vont pouvoir trouver le consensus aussi à ce niveau-là? Ça va être difficile. Mais en deuxième lieu, c'est la structure qui organise l'élection, c'est-à-dire la CENI. Est-ce que cette CENI-là, de quelle façon, si ça va être revu, est-ce que ça va être par consensus, parce que nous sommes pratiquement dans un régime
excusez-moi, dans un régime de transition qui ne dit pas son nom, si on revoit le gouvernement, parce que c'est au cours quand même d'un mandat, hein, c'est comme si le mandat du président Eri est suspendu et on a mis en place des structures transitoires. Donc quand on parle de structures transitoires, il faut parler aussi des organes charnières comme voilà, le gouvernement, la CENI. Et la CENI, la CENI va être revue. Qui sont ceux qui vont composer la CENI? Ben, heureusement que généralement, dans ce pays-là, les élections ne sont pas contestées comme ils l'ont souvent. Voilà, au moins, nous leur reconnaissons ce mérite-là et nous espérons qu'ils ont choisi la voie de sagesse et que cette voie-là va pouvoir les emmener à bon port. Mais seulement, il ne faut pas que ce soit toujours une histoire qui bégaye. Parce que avec Rajoelina, ça a été pareil. Avant lui, ça a été pareil. Après, lui, avec le président actuel, Eri, c'est encore la même histoire. On se demande quand est-ce que cela va finir. On espère que ça va finir. Basile, est-ce que le plus difficile, c'était de trouver le Premier ministre consensus? Ou bien ce sera la formation du gouvernement? Oui, on a eu comme l'impression que le plus difficile avait été de trouver un Premier ministre consensuel. Vous voyez toutes les négociations qu'il y a eu avant qu'on aboutisse à la nomination de Ntey le lundi dernier, ça prouve que ça a été difficile. Ça n'a pas été facile. Et puis le nom de Ntey n'a pas été celui qui s'est répandu avant sa nomination. Et ça a été une surprise. Et le président a justifié le fait que c'est un technocrate et il l'a nommé parce qu'il sait qu'il peut juguler la crise. Et donc, je crois que la communauté internationale, comme on le disait tout à l'heure, a fait son devoir en exigeant que cela soit un Premier ministre consensuel. Mais maintenant, ça n'a pas été le plus facile. Maintenant, le plus facile, le plus difficile également sera la nomination des ministres. À qui confier tel poste et tel autre poste. Voilà. Donc, le Madagascar commence par nous habituer à ces cycles de déstabilisation. Donc, la question se pose de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays pour qu'on assiste régulièrement. Il y a 2 ans, il y avait un Premier ministre, il y avait toute une équipe qui fonctionnait. Et puis bon, flamme, on tombe dans une crise. Et donc le pays là nous a habitués à des crises. La question se pose de savoir s'il ne faut pas rentrer au fond pour connaître les vraies raisons qui déstabilisent régulièrement cette partie de l'Afrique. Ce n'est pas tout de dire on a un Premier ministre, on a formé un gouvernement. La question se pose de savoir est-ce qu'il y a une stabilité dans ce pays-là. Et pour qu'on puisse vraiment aboutir à un pays qui s'oriente vers le développement. Mais si tous les jours on doit assister à une déstabilisation, une remobilisation de la classe politique, je crois que ça n'avantage pas le pays. Et c'est des images qui circulent un tout petit peu en Afrique. Et donc je crois qu'il va falloir que les puissances ou bien les Malgaches essaient de voir le fond des problèmes qui se posent régulièrement pour que le pays soit dans cette situation-là. Adam, avant d'aborder même la composition du gouvernement, est-ce que la nomination en fait du Premier ministre n'était pas pour le président une sorte de détournement des attentions sur lui? Finalement, tout le monde est focalisé sur le Premier ministre et on a oublié que l'opposition réclamait le départ du président. Tout à fait, cela peut être conçu de la sorte, mais au-delà de tout, il y avait une question urgente qu'il fallait résoudre. C'était celle-là de trouver quand même ce Premier ministre-là qui puisse conduire la direction, du moins politique même. C'est la solution envisagée, c'est la Cour constitutionnelle qui a exigé cela. L'opposition ne manifestait pas pour demander un Premier ministre. Non, tout à fait, c'est la Cour constitutionnelle qui l'a estimé, mais lorsque vous prenez un peu la nomenclature de la vie politique malgache, comme venait de le dire tantôt le grand frère qui a habitué les Africains à des déstabilisations, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un pays, lorsque vous faites un peu la somme, c'est un pays qui compte le plus grand nombre de généraux en Afrique. C'est le premier pays qui compte le plus grand nombre de généraux. Et ce que on assistait carrément à un glissement de crise qui tendait vers encore un coup d'état bis, puisqu'on était presque au gouffre. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous convenez avec moi que c'était
la problématique urgente qu'il fallait résoudre. Et maintenant, la nomination de ce Premier ministre, là, moi, je me dis aujourd'hui, comme on vient de le poser tantôt, qui assume aujourd'hui la direction disons, politique de ce pays-là, est venu avec un cahier de charges bien défini. Maintenant, la composition même du gouvernement devait être tenue, comme vous le dites aujourd'hui, quelle tendance tenir. Avec cette feuille de route-là, je pense que toutes les tendances de la vie politique, aussi bien de la société civile, devaient être prises en compte pour qu'au moins nous ayons un gouvernement consensuel qui puisse conduire donc cette crise-là jusqu'aux élections prochaines. Et c'est très important parce que lorsque le gouvernement, la ligne directoire de la composition de ce gouvernement venait à être faussée, on risquerait de tomber encore dans une autre crise. Et on n'est pas sûr d'arriver tout juste ou bien du jour au lendemain à un issue favorable de cette crise-là. Donc c'est très important que la feuille de route que ce Premier ministre-là, qui du moins c'est aujourd'hui même, bon, si on ne le dit pas, n'est pas totalement consensuel, mais il devait faire en sorte que le gouvernement puisse être consensuel et répondre aux aspirations profondes de la vie politique malgache. C'est également un Premier ministre qui n'est pas consensuel, mais peut-être parce qu'il n'est pas politique de carrière, on l'accepte malgré soi. Il ne faut pas qu'on perde de vue que le Premier ministre là a été quand même proposé au président. C'est pas le président qui l'a. Et puis il n'a pas été la seule personnalité à être proposé. C'est tout un parterre de personnalités. Mais celui-là, on estime que c'est un technocrate. Il est plus ou moins neutre. Quoi que la neutralité en matière politique n'existe franchement pas. Mais on estime que il est le moins politisé, en tout cas, quelqu'un qui a même de résoudre le problème. Le Premier ministre a été proposé par le président Rajoelina, c'est-à-dire l'ancien président, et il a proposé d'abord un certain nombre de personnalités. Ça a été refusé par le président et qu'ils ont trouvé finalement ce consensus-là. Mais la question que je me pose est de savoir, est-ce que c'est d'un technocrate dont on a besoin face à cette crise ou bien d'un diplomate? Parce que en principe, on aurait pu prendre quelqu'un qui est rompu à la tâche de diplomatie, qui peut arrondir les bouts. Un technocrate, c'est un technocrate. Il n'a pas des bords ronds, comme les autres. Mais ici, c'est quelqu'un, celui dont on a besoin aujourd'hui, un technocrate pour conduire un gouvernement, peut-être de mission politique. Je vois qu'il y a un peu une distorsion en matière de la compréhension que les gens ont de cette mission-là qui est donnée à ce Premier ministre, de ce qu'on attend de lui. Mais on estime qu'il sera suffisamment prudent, suffisamment stratégique pour proposer une solution qui rassemble tout le monde. Alors, pour le président Eristé, finalement, le Premier ministre, enfin l'homme qu'il fallait choisir pour ne pas donner l'impression de céder aux injonctions de l'opposition. Oui, mais vous savez, le président était à deux doigts de perdre le pouvoir. Et je peux dire qu'aujourd'hui, il a joué à qui perd gagne. Parce que tout à l'heure, tu le disais si bien, que ça a permis de détourner l'attention de lui pour focaliser l'attention du peuple et des milieux diplomatiques sur l'essentiel qui est aller vers l'organisation de ce scrutin-là. Et je crois qu'il va souffler pour se dire que il a échappé belle. Et il a échappé belle, en tout cas, parce qu'il était arrivé un moment où l'armée pouvait tout simplement, mais l'armée ne voulait pas se mettre devant de la scène, comme elle avait déjà pas voulu le faire il y a, je crois, 11 ans. L'armée est dans l'antichambre, de toute façon. Mais il y a la Cour suprême aussi qui a joué un rôle non négligeable en faisant des injonctions, en exhortant la classe politique à trouver un Premier ministre avant le 5. Nous sommes aujourd'hui le 5, si je m'abuse. Et bien voilà, je crois que là, ils l'ont fait. Et maintenant, tout est là devant. Et nous l'avons dit. Et maintenant, on va voir de quelle façon ils vont pouvoir obtenir ce gouvernement-là d'union nationale et qu'en sera-t-il de la CENI. Et puis, le délai qui leur est imparti d'ici octobre, avant octobre, est-ce que ce délai-là est tenable ou bien c'est juste une date butoir qu'on peut repousser éventuellement? On est là, on va voir ce que ça va donner. La difficulté, Basile Abron y revient, ce sera la formation du gouvernement. Selon la décision de la Cour constitutionnelle, la composition doit refléter les résultats des élections législatives de 2013.
On se rappelle qu'en 2013, le président actuel n'avait pas de parti politique à l'époque, donc n'a pas participé à ces élections. Aujourd'hui, il a une majorité à l'Assemblée qui s'est constituée au fil de la mandature et il revendique aussi qu'un gouvernement, selon cette majorité-là, comment marcher dans cet équilibre-là? Oui, c'est ça la difficulté à laquelle le Premier ministre va être confronté, et de même que le président de la République. Parce que de toute la façon, il y va de la stabilité du pays. Il y va également de la sécurité du président lui-même, parce que c'est sa tête qui a été apprise. Et il a cherché un fusible aujourd'hui qu'il a mis et qui pourra peut-être essayer de le faire un peu respirer pour voir. Mais de toutes les façons, la respiration, elle ne sera pas aussi profonde que ça. Elle ne sera pas aussi longtemps que ça. Donc il doit faire face à la composition de ce gouvernement-là qui lui sera imputée. Parce que de toutes les façons, il doit savoir composer avec la nouvelle équipe gouvernementale. Bon, maintenant qu'il n'avait pas de majorité, enfin il n'avait pas de parti politique à l'époque, et maintenant que lui aussi, il a une petite majorité qu'il est en train de revendiquer aujourd'hui. Quelle sera la position de l'opposition par rapport donc à cette revendication qu'il est en train de faire? Donc on n'est pas sorti de l'ornière. On n'est pas sorti de l'ornière. Il va falloir que toute la classe politique s'asseye pour composer encore ce gouvernement, et ce gouvernement doit être consensuel encore, et pour que chacun y trouve son compte. Un gouvernement serait d'union dans lequel chacun va trouver son compte, pour que personne ne dise demain nous avons été défavorisés, nous n'avons pas été défavorisés. Le président a besoin également de gens avec qui il doit travailler pour que ce ne soit pas... Son parti revendique les finances, l'intérieur, la défense, les affaires étrangères, la justice, la sécurité. Mais je crois qu'il est important de souligner ceci. Le gouvernement, là, c'est d'abord le gouvernement de Rajoelina. C'est le gouvernement de l'ancien président. Parce que c'est lui qui, en 2014, sortait majoritaire, avec une majorité relative, avec 49 députés. Donc, c'est le parti MAPA qui devrait en principe constituer, faire le gouvernement. Donc on est retourné au Madagascar aujourd'hui lorsque le président a ces prétentions-là ont été balayées d'un revers de main parce qu'on retourne en 2014 et là-dessus, la Constitution est claire que c'est celui qui est sorti avec cette majorité relative-là, c'est à celui-là que revient la mission de que le gouvernement en trouvant des alliés au sein de l'Assemblée. Donc ça là, c'est clair, la Constitution est très claire là-dessus. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un peu de la roublardise politique que le président est en train de faire. Parce que aujourd'hui, cette majorité n'existe plus. Elle n'existe plus. De toute façon, même si... Oui, c'est-à-dire qu'on estime qu'on est reparti. Si le MAPA fait un gouvernement aujourd'hui, l'Assemblée peut bloquer. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il est dit que MAPA doit, sur la base de ses 49 députés, parce que la transhumance est refusée. Oui, tout à fait. Donc, tout le monde retourne à la case départ et on reprend comme si on était en 2014. Et maintenant, il faut qu'il négocie une majorité à l'Assemblée. Comme si on était en 2014. Voilà. Mais sur la base que le gouvernement doit être un gouvernement d'ouverture, un gouvernement de consensus. Mais le socle de ce gouvernement-là va plutôt au président Rajoelina qui a 49 députés et cela lui est reconnu tout à fait. Bon, moi je pense que, moi je crois que vous savez, en situation de crise, il faut trouver des solutions de crise. Aujourd'hui, lorsque cette classe-là va toujours composer avec des avantages liés naturellement aux questions de constitution et autres, on ne sortira pas de cette crise-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que cette classe-là puisse quand même couper ne serait-ce que la poire en deux pour que chacun puisse revoir ses prétentions à la baisse pour quand même sortir de cette crise-là. Lorsqu'on va se focaliser sur des questions de pourcentage du nombre de députés, ces consorts-là, je pense que ce gouvernement-là n'aura pas quand même son sens et n'arrivera pas quand même à fonctionner. Mais le problème, c'est que c'est les seules références. Parce que n'importe... Aujourd'hui, on risque, si il n'y a pas de référence bien établie, n'importe qui peut avoir des prétentions. Oui, de préparer, dire que ben voilà, comme le président le fait, je suis le président, mais c'est à l'Assemblée que ça se joue. C'est un régime semi-présidentiel, ce n'est pas un régime présidentiel. Donc on doit tenir compte de la Constitution. Et je crois que ce sera même un danger qu'on écarte les institutions, ce que les réalités établies
pas les institutions. Je crois qu'il y a un minimum quand même de référence et c'est ce qui a fait en sorte que c'est d'ailleurs ce qui a joué pour que Rajoelina puisse proposer et que le président a joué le jeu. C'est par référence à 2014. Et ça a joué, et ça a ramené l'apaisement, ne serait-ce que pour un temps. On va voir ce que cela va se jouer. Voilà ce que l'avenir réserve. On marque maintenant la courte pause et après on évoque la RDC.